Oui, quand j'ai entendu les doléances des médecins sur les CHU, j'ai un peu chahuté avec madame le ministre de la Santé. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez faire un accord avec les médecins jusqu'à la fin de la transition, plus de grève et les économies, et vous allez compléter tout ce que le pays va économiser pour vraiment faire les CHU. Le président, c'est sûr qu'il fera des efforts supplémentaires si les médecins s'engagent que jusqu'à la fin de la transition, il n'y a plus de grève, mais en contrepartie, que l'État fasse des efforts supplémentaires pour au moins satisfaire une partie de leurs préoccupations. Le ministre a souri. Et ça, c'est entre vous. Vous êtes ministre, entre vous et les médecins, discutez et rendez-nous compte des résultats de vos discussions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les assistants et tous ceux qui suivent ce débat, je suis sûr que hors de ce studio, beaucoup de Maliens le suivent aussi. Je voudrais commencer par saluer Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Monsieur le Président de la Société de chirurgie du Mali, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets et secrétaires généraux du ministère de la Santé et du Développement social, du ministère de la Recherche scientifique, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, Mesdames et Messieurs de la presse, c'est un honneur pour moi, j'allais dire un devoir, de présider en ce jour, mercredi 9 août 2023, la cérémonie d'ouverture du 11e congrès de la Société de chirurgie du Mali. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et du gouvernement tout entier, la cordiale bienvenue à tous ceux venus d'ailleurs pour marquer votre amitié, votre solidarité avec vos frères maliens. Vous savez, par ces temps qui courent, je le dis souvent dans mes discours, venir au Mali, séjourner pendant plusieurs jours, débattre, c'est un acte de solidarité, un acte de foi que nous apprécions à sa juste valeur de la part de tous les Africains. Parce que nous savons que tous les Africains, même ceux qui n'en parlent pas, même ceux qui disent le contraire, à fortiori la grande majorité silencieuse, ont dans leur cœur le Mali. Toute l'Afrique regarde vers le Mali aujourd'hui. La réussite du Mali, tous les Africains considèrent que c'est leur réussite. Les Maliens n'ont pas le droit d'échouer parce qu'ils tiennent une torche qui est allumée, que tous les peuples africains sont en train de tenir. Donc ceux qui sont venus nous appuyer nous obligent encore à la réussite, mesdames et messieurs. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer et remercier très sincèrement le président de la Société de chirurgie du Mali et toute son équipe d'avoir associé le gouvernement à travers Madame le ministre de la Santé aux activités du 11e congrès de la Société, parmi lesquelles le lancement du CCRF de la commune 6 du district de Bamako le 4 août, des interventions chirurgicales gratuites au profit de 356 patients. Ces activités chirurgicales à titre humanitaire qui se sont déroulées simultanément dans les centres de santé de référence de la commune 1, commune 4
et commune sud du district Bamako et le centre hospitalo-universitaire du Gabriel Touré s'inscrivent en droite ligne de la vision des plus hautes autorités de la République du Mali. Mesdames et messieurs, parmi les soins de santé, la chirurgie occupe une place de choix. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, dans sa 35e session, a considéré la chirurgie comme une composante essentielle de la couverture sanitaire universelle. Chaque année, 234 millions d'interventions chirurgicales sont pratiquées dans le monde. Les maladies dont le traitement repose sur un acte chirurgical sont parmi les 15 premières des causes de handicap dans le monde et 11% des charges mondiales de morbidité sont attribuées à des maladies que la chirurgie permettrait de traiter avec succès. L'amélioration des soins chirurgicaux contribue donc à sauver la vie et à assurer le bien-être des citoyens de la planète. La Société de chirurgie du Mali, de par la constance des activités, participe ainsi activement à la mise en œuvre de la politique nationale des soins de qualité et de formation continue. Mesdames et messieurs, chers congressistes, au cours des 3 prochains jours, plus de 700 congressistes et experts en chirurgie venant du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Bénin et du Mali vont débattre à travers des conférences, des communications et des tables rondes des thèmes suivants. L'impact du développement professionnel continu en chirurgie, la chirurgie péripartum, la chirurgie en situation de catastrophe, les cancers et oncoplastie. Ces sujets seront largement débattus pendant ces quelques jours. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes nos sommités qui ont marqué votre profession. Vous venez d'en citer un. Plusieurs, au Mali et dans le monde. Le Mali vous sera toujours reconnaissant. Mesdames et messieurs, actualité nationale et internationale oblige. Je voudrais, avec votre permission, m'arrêter et mettre l'accent sur certaines préoccupations qui sont les miennes et celles des citoyens du Mali et de l'Afrique. Par un heureux hasard de circonstances, un premier heureux hasard de circonstances, vous avez devant vous un Premier ministre de la République du Mali qui a survécu aujourd'hui grâce à Dieu il y a 30 ans, mais grâce à un chirurgien, j'ai nommé l'éminent professeur Abdul Karim Koumari. Il nous a opéré en septembre 1989, lorsque nous étions pratiquement au bord de la disparition. Nous n'avions pas les moyens. La preuve, j'ai marché depuis 4 heures du matin, très lentement pour pouvoir arriver au point G. Depuis 3 heures, avec tous les dangers, pour arriver vers 4 heures, 5 heures. Parce que le professeur reçoit très tôt. Donc il fallait être parmi les premiers qui doivent recevoir. Et j'ai été opéré par lui en septembre 1989. C'est donc avec les grands remerciements aujourd'hui. Vous savez, en général, les malades, on dit qu'ils sont ingrats, ils se rappellent de leurs médecins seulement quand ils tombent malades. Lorsque tout va bien, ils les oublient. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour pour moi très heureux et je me sens très bien depuis 30 ans, en tout cas par rapport à ce qu'il a opéré.
Je voudrais donc vous en remercier. Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de lui. C'est la preuve qu'il y a un moment au Mali, un enfant de pauvre qui n'a rien, les mains nues, au bord de la mort, peut être sauvé par un éminent fils du Mali, un chirurgien qui ne regardait pas qui venait d'où. Si vous êtes malade, il s'occupe de vous comme tel. Mesdames et messieurs, par un deuxième heureux hasard de circonstances, aujourd'hui, le 9 août, nous, ça nous dit quelque chose. Je m'en voudrais ici, si je ne m'arrête pas sur cette date, le 9 août 2023. Une date inoubliable pour moi. En effet, c'est à cette date, un an jour pour jour, que j'étais entre la vie et la mort. Le 9 août 2022. Mesdames et messieurs, ce jour-là, le 9 août, le matin, à l'aéroport, j'ai assisté en présence de notre intrépide et vaillant ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, avec son habituel calme olympien, mais visiblement avec une détermination et une résolution sans faille, en présence, bien entendu, du chef suprême des armées, son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême d'armée, notre patron à nous tous, mais aussi en présence de plusieurs officiers de valeur de notre armée de l'air. Vous savez, souvent, quand je vois les militaires de l'armée de l'air, je les appelle la fierté du Mali. Parce que l'armée de l'air était quelque chose qui manquait au Mali et qui a fait qu'on nous a occupés en très peu de temps, l'armée de terre n'étant pas dans les conditions. Il y a un ami qui dit, au moment du désespoir, le militaire dit à ses amis, vous savez, l'armée de l'air du Mali est tombée par terre. Et l'armée de terre du Mali a foutu le camp à l'air. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Et donc c'est pour vous dire que toute notre fierté est d'eux. Et c'est pendant ce temps que certains pays tentent vainement je dis, d'amener le peuple malien à se détourner de ses valeureux enfants, dont certains officiers, le chef d'état-major général des armées de l'air et notre pilote, que moi j'avais l'habitude de voir le jour où on faisait l'exercice, je les vois, et souvent d'ailleurs quand on voyage, ceux qui pilotent l'avion. Donc certains pays déclarent ce qu'ils appellent des sanctions contre eux. Interdiction de voyager, de fermer les comptes. Bon, je me demande même s'ils ont demandé à aller là-bas. Et puis s'ils ont des comptes, en tout cas ce que je sais, je ne connais pas les autres militaires, Sadio Camara et Assimi Goïta, ils ne demandent pas de visa entre Kati et Bamako, c'est là où il y a leur bureau. Et je ne crois pas s'ils ont des comptes aux États-Unis, à fortiori de les fermer. Donc cette histoire d'interdiction de voyage et fermeture des comptes, ça fait pleurer peut-être d'autres dirigeants, mais en tout cas pas notre président, à ce que je sache. Parce que je change avec lui sur ces questions-là. Et donc, avec ces soi-disant sanctions, on veut
nous déstabiliser, en commençant par notre armée. J'ai l'habitude de dire aux uns aux autres, pour dominer un peuple, on le fait perdre confiance en lui-même. Quand un peuple n'a plus confiance en lui-même, tout le monde le domine. Mais au Mali, à un moment donné, on a failli perdre la confiance. Mais l'armée malienne a restitué aux Maliens la confiance. Après s'être elle-même restituée la confiance, d'après ce que je viens de vous dire. L'armée de l'air qui est tombée, et l'armée de l'air de terre qui est partie en l'air. Maintenant, l'armée de l'air vole plus haut, plus fort, et quand c'est nécessaire, elle tape là où il faut. Donc ça, elle a donné confiance en elle-même. Elle nous a donné confiance. Toutes les grandes nations dans l'histoire de l'humanité, contrairement à ce qu'on veut faire croire aux enfants, toutes les grandes nations ont été bâties sur le modèle de l'organisation militaire. Tous les États sont forts parce que leur armée est forte et leur économie. Si vous avez une armée faible, même si vous avez une économie forte, ce qui est une bonne chose, vous pouvez vivre bien, mais quelqu'un peut se lever et venir vous occuper, vous tout retirer tout. Donc notre partenariat stratégique, comme le président le dit, que nous avons choisi librement avec la Russie, nous a amené vraiment à nous équiper auprès d'un partenaire, je dirais, stratégique, fiable et sûr. Certains ne sont pas contents. Vous savez, le triptyque que notre président a édicté pour tous ceux qui veulent collaborer avec le Mali. Et ça doit être enseigné partout. Il faut d'abord respecter la souveraineté du Mali. Vous ne pouvez pas nous dire ce qu'on doit faire. C'est notre peuple et nous seuls qui devons dire ce qu'on doit faire. On ne peut pas nous dire d'eux si on doit choisir ou quel partenaire choisir. Nous devons avoir le libre choix de nos partenaires stratégiques et de nos partenaires. Et enfin, tout cela au fond d'une chose doit avoir un fond commun. La défense obstinée, continue des intérêts supérieurs du Mali. Dans le cas de cette triptyque, donc, j'ai assisté à cette cérémonie le 9 août 2022. J'étais tellement content que c'était mardi. J'ai même demandé au président que le conseil des ministres de 10 heures, qu'on le mette à 15 heures, pour me permettre vraiment de dormir bien et vraiment profiter de cette joie. Le président a donné son accord. Est-ce que vous savez que je suis allé me coucher en toute bonne santé et j'ai demandé de me réveiller 2 heures avant le conseil des ministres? Eh bien, mesdames et messieurs, le soir, Dieu en a décidé autrement. Je suis tombé malade et pris en charge par des médecins maliens dans une clinique malienne. Rarement dans l'histoire, responsable de ce haut niveau, attrapé par une maladie si grave, on se précipite pour dire qu'il faut évacuer. C'est les médecins maliens qui sont évacués, qui se sont chargés de nous. Et Dieu merci. Au bout d'un certain temps, celui qui ne pouvait plus parler, avec l'aide de Dieu et des médecins maliens, a commencé à être un homme normal. Et un médecin m'a dit, si quelqu'un d'autre avait fait le scanner quand vous étiez venu, et aujourd'hui, qu'on ait vu le résultat,
on allait dire que ce qu'il a dit était faux. Parce que c'était la terre et le ciel. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, docteur, ça c'est le malade qui refuse de mourir. Et j'ai chahuté avec les cuisinières, je leur ai dit, désormais, quand je vais sortir, vous allez organiser une course des malades. Je vous assure que je serai le premier. Les docteurs, vous savez comment le stress, la foi aide les hommes. La conviction, c'est comme la foi. Elle peut soulever des montagnes. Vous savez, au deuxième jour de mon arrivée, le président de la transition m'a envoyé quelqu'un. Parce qu'ils étaient convaincus tout le monde était surpris et déstabilisé. Pour m'assurer de sa confiance totale, aussi longtemps que je serai malade, en vie. 2 jours après, le ministre de la Défense est venu en personne. Après une mission qu'il a effectuée, parce que j'ai signé son note de mission le matin, je suis tombé malade. Il est venu me dire que sa mission s'est bien passée. Deuxièmement, le président l'a chargé de me dire que ce que son envoyé m'a rapporté vient de lui. Vous ne pouvez pas imaginer, quand on est malade, pour ça les gens cherchent à voir les parents, les belles paroles des docteurs. Mais à partir de ce jour, j'ai dit à mon attaché, je ne mourrai pas. Parce que ces hommes ont montré qu'ils m'attendent, je vais les retrouver. Il s'est mis à rire. Et je lui ai dit, tu sais, la force d'un attaché, c'est la discrétion. Personne, je me suis entendu avec le président, personne ne me verra si ce n'est le président ou bien mon épouse. Parce qu'en ce moment, je ne pouvais même pas bouger les pieds, a fortiori parler. Tous les partisans, vous savez, le peuple, tous ceux qui font les sciences politiques, le peuple a besoin de quelqu'un en qui il a confiance, pas de quelqu'un en qui il a pitié. La pitié, c'est pour votre femme, vos enfants. Mais le peuple veut avoir confiance, être bien dirigé. Donc, un Premier ministre qui ne peut même pas bouger les pieds, ce n'était pas le moment, en tout cas, qu'il sache dans quel état il était. Et je crois que tout mon entourage, notamment au sommet de l'État, la plus grande discrétion a entouré et m'a protégé jusqu'au moment où j'ai pu sortir. Et vous savez, le jour même où je devais sortir, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je suis tombé dans ma chambre et mon pied s'est fracturé. Et puis le médecin me dit, vous allez faire 3 semaines à l'hôpital encore. J'ai dit, ça va être très difficile. Parce que j'avais promis que je vais partir voir ceux qui m'ont dit qu'ils m'attendent. Donc, j'ai pu me débrouiller à aller chez le président. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, président, vous gré de Bambara là, c'est ce qui m'a eu dans la maison ou quoi? Le président s'est mis à rire. J'ai dit qu'on ne va pas opérer. J'ai trouvé un bon Bamana qui nous a dit qu'on n'a pas besoin d'opérer, que je vais me débrouiller pour marcher. Et c'est comme ça que je marche comme vous le voyez maintenant. On n'a pas eu besoin d'opération. J'ai dit tout ça, mesdames et messieurs, c'est pour vraiment vous dire que les chirurgiens maliens, comme toutes les femmes et tous les hommes de santé, vous rendez un service inestimable aux Maliens. Vous êtes des soldats au front dans votre domaine. Notre pays est en guerre. Chaque citoyen, d'après le président, Baby Joyorola, Beki Joyorofa. Moi, je ne peux pas opérer quelqu'un. Je ne peux pas aller au front. Certains vont lire, ils vont dire, mais ce politicien-là, il ne sait que parler. Mais on a besoin aussi de gens qui parlent.
certaines choses. Un chirurgien, il ne parle pas. Un docteur, il ne parle pas. Mais il faut qu'on explique à la population que c'est un soldat au front. C'est des généraux. C'est des soldats de deuxième classe. C'est des colonels, c'est des lieutenants dans leur domaine eux aussi. Donc il faut des gens pour expliquer ça au peuple. Pour que le peuple prenne tous ses enfants, chacun dans son rôle, pour tirer notre société et aller de l'avant. C'est pourquoi, en dehors de tout ce que le gouvernement fait, je ne pouvais pas ne pas prendre part à votre congrès pour témoigner tout notre engagement et celui de tout le gouvernement pour vous accompagner et vous soutenir. En plus de l'engagement du président, comme je dis aux camarades, on met les pieds, nous, dans les bottes où il enlève ses pieds. Il fait des œuvres sociales. Nous aussi, nous sommes engagés à le faire. Il y a des esprits malins qui ont pensé que c'est la concurrence. Non, c'est la complémentarité. Le président, c'est un soldat qui était au front. Au front, ils ont été dans des villages où ils n'ont pas pu avoir de l'eau à boire. Et il a vu comment les femmes, les enfants souffraient. C'est pourquoi dès qu'il est arrivé à la tête de l'État, il a commencé à faire des forages dans le pays. Certains disent, mais pourquoi? Mais lui, il a vu. On n'a pas présenté un projet. Lorsque nous avons vu les domaines où il a agi, nous avons commencé à le suivre. Vous savez, tout le monde s'est développé, les grandes nations là, en se copiant. Hein. Quand un pays invente quelque chose, l'autre copie, il l'applique chez lui. C'est comme ça que l'humanité s'est développée. Donc nous aussi, nous sommes mis à faire ce que le président fait. En dehors du budget national, toutes les œuvres sociales du Premier ministre, en tout cas depuis que nous sommes là, nous les avons consacrées à régler les problèmes des plus faibles. Les handicapés, ceux qui ont faim, et dans le domaine de la médecine. 15% du budget des œuvres sociales du Premier ministre sont consacrés à la santé, en faisant acheter des ambulances, des centres socio-sanitaires, etc. Voilà, monsieur, comment nous faisons avec le gouvernement sur les orientations du président dans le domaine de la santé. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs, en fonction de l'actualité, je vous avais dit au début que l'actualité nationale et internationale oblige. Il y a certains sujets sur lesquels je voudrais dire deux mots. Vous savez, hier 7, le gouvernement malien était à côté du gouvernement nigérien pour lui apporter son soutien. Comme c'était des militaires, tout le monde pensait au soutien militaire. En réalité, il y a le soutien politique. Les peuples se suivent. Vous savez que quand il y a eu le changement de régime, le 26 juillet, le 31 juillet déjà, nos frères de la CEDEAO se sont réunis pour prendre des sanctions. Vous savez, un homme peut faire des erreurs. Ça, c'est normal. Et quand on persiste dans l'erreur, c'est ce qui n'est pas normal. Mais les sanctions, là, on les a déjà prises contre le Mali. Est-ce que ça nous a empêchés d'être maliens? Au contraire, ça a forcé la détermination du peuple. Et ça a soudé le peuple autour des nouvelles autorités. Mais menacer les Nigériens de faire la guerre contre eux, c'est quand même bizarre. Pas des Africains. Ceux qui suivent nos déclarations, ils savent que depuis le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre, j'avais dit dans un meeting à la part de l'indépendance, la vidéo existe, qu'il faut laisser le Mali regarder vers d'autres horizons. Plus tard, en 2021 toujours, à Kita, il y a eu la fête du coton. J'y ai été.
J'ai répondu du Tikotaka, un ministre hasardeux, dont les origines sont maliennes d'ailleurs, qui se permet d'aller dans un pays extra-africain, s'arrêter avec un autre ministre, se laisser pousser pour désobéir aux Maliens. Pour dire quoi? Que le patriotisme dont les Maliens font preuve, c'est un patriotisme frélaté. Je lui ai répondu tout de suite, je lui ai dit, le patriotisme chez nous, il ne peut pas être frélaté. Il existe ou il n'existe pas. Le patriotisme frélaté, c'est peut-être ailleurs, en tout cas pas au Mali. Et j'ai dit ce jour-là que chaque fois que les colonisateurs veulent tuer des Africains, c'est des Africains qu'ils utilisent. Vous vous rappelez pour notre histoire, Firoun a été assassiné par des Africains en juin 1916 pour le compte du colonisateur. Pendant la traite des Noirs. Mais c'est des Noirs qui partaient attraper leurs frères pour les vendre aux négriers. Et ils n'avaient pas le courage de rentrer dans la forêt. Donc on est surpris qu'après l'échec des sanctions contre le Mali, au moment où nous avons pensé, en tout cas personnellement, que la sagesse a pris le dessus. Parce qu'il y a des présidents d'un certain âge qui analysent, notamment nos voisins. Tout le monde a compris que les sanctions ne servent à rien. Ça sert seulement à faire souffrir les peuples, pas les dirigeants. Il a été surpris qu'on reprend les mêmes erreurs. La CEDEAO, à sa création, ça s'appelait Société économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 1975, le Mali fait partie des fondateurs avec le Togo et le Nigeria. On n'a pas dit société politique. Mais si vous fermez les frontières, il n'y a plus d'économie. Donc, c'est contraire à l'idée qui a prévalu à la création de la CEDEAO. La CEDEAO, quand les présidents se sont retrouvés, ils se sont dit, nos économies sont complémentaires, on crée une association pour nous mettre ensemble. Mais dans les années 90, ceux qu'on appelle les présidents démocratiquement élus sont venus mettre la politique devant l'économie. Et c'est comme ça que, dès qu'il y a un pays, on n'est pas content de lui, on dit c'est les militaires, mais lorsque ce n'est pas un militaire, il peut faire un coup d'État constitutionnel, il prolonge ses mandats, il tue autant de citoyens qu'il veut, personne n'en parle. Mais quand on dit c'est des militaires, il y a 2 morts, on crie sur les toits. Mais l'autre, sous couvert qu'il est démocratiquement élu, on tue des milliers. On utilise la justice pour éliminer ses opposants, pour priver le peuple de ses fils qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais on ne peut pas accepter ça. Ou bien, on utilise ce prétexte pour tuer le peuple. On tue les gens, on détruit des villages, mais personne ne peut parler. Le président vient, il pleure, il va à la maison. On dit qu'il est démocratiquement élu, mais le peuple ne peut pas accepter ça. C'est pour cela que j'ai dit à beaucoup que chaque transition a sa réalité. La transition malienne n'est pas venue du fait que des militaires ont quitté les casernes pour venir prendre le pouvoir. C'est le peuple qui a dit qu'il n'est pas d'accord de continuer à mourir. Ogosago, Sobanda, là-bas d'Endeliman, on détruit des camps. Tout le monde on a perdu confiance. L'objectif c'était quoi? À long terme, tout le monde allait se moquer de son armée, allait se confier aux autres. C'est une nouvelle forme d'esclavage et de colonisation. Au Mali, nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. C'est pendant des mois que les Maliens ont manifesté pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont dit assurer notre sécurité en temps soit peu. Chercher des armes. On nous a dit qu'on ne peut pas acheter. Même des lunettes à vision nocturne, on ne pouvait pas acheter. On sort l'argent du trésor pour 6 hélicoptères. On vient nous présenter 2.
Personne ne sait où l'argent des 4 sont partis. Les 2 aussi, c'est des hélicoptères d'occasion qu'on a repeints. Ils travaillent 2 mois, ils ne marchent plus. Heureusement que nous, on les a réparés maintenant. Et ils sont sur le chantier. On sort l'argent pour acheter des avions. Les Maliens, à l'Assemblée, même les opposants votent. Quelqu'un subtilise l'argent de 2 avions. Les 4, il manque des options. À l'inauguration, le président fait des discours pour dire qu'ils vont combattre l'ennemi jusqu'à ces derniers retranchements. Il se trouve que l'avion n'est pas un avion de combat. Parce qu'il lui manque des options, ça devient un simple avion de transport. On achète un avion de transport des troupes au lieu d'entraîner nos soldats dans les fosses communes. Parce qu'on a détruit un camp qui a été financé par la MINUSMA, construit par Barkhane, ça c'est le camp d'Indélimane. Et on a oublié, entre guillemets, de faire un forage. On n'a pas besoin d'être un ingénieur pour savoir que dans le désert, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau, comme partout d'ailleurs. Comment on oublie de faire un forage? Les soldats sont obligés de sortir, aller dans les hameaux voisins. Les terroristes étudient leur mode, comment ils prennent de l'eau. Ils vont les prendre un jour, ils les surprennent, ils les éliminent. Ils prennent l'avion, le camion, ils détruisent. Au lieu des bonbons d'eau, ils mettent des bonbons d'explosifs. Ils se réhabilitent, ils vont rentrer dans le camp. Ils tuent les militaires. Ceux qui restent en vie font 7 heures de combat. L'armée ne peut pas leur envoyer des soutiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vecteur aérien. Les avions appartiennent à d'autres qui disent qu'ils ne les donnent pas. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Le peuple a dit qu'il n'est pas d'accord. Et il a manifesté pendant des mois. On est allé même tirer dans les mosquées, dans les centres de culte, dans un pays où l'islamisme ne cherche que cette occasion. Ce jour-là, j'ai dit aux gens, ceux qui sont venus tirer là, ce n'est pas contre le M5, il y a autre chose de plus stratégique derrière. S'il y avait même un jet de cailloux, les gens seraient rentrés dans le camp, tuer tout le monde, déposer les armes. On allait les filmer. Même dans le M5, on allait croire que c'était un groupe de terroristes qui se cachait là-bas. Mais c'était ça l'objectif stratégique. Sinon, ce n'est pas tirer dans une mosquée pour des gens qui prient pendant 3 jours de suite. Ça, ce n'est pas des manifestants qu'on cherche. Ils n'étaient pas en train de voler ni en train de casser. Mais nous, on a étudié tout ça. Les Maliens ont fini par dire qu'ils ne sont plus d'accord. Et ils ont posé des exigences. Ces exigences-là, en gros, il y en a 5. Premier, le départ du président. Le président est parti comment? Mais c'est les militaires maliens qui ont parachevé cette lutte-là. Sans eux-là, le président n'allait pas partir, on allait faire la guerre civile ou le désordre au Mali. Ils ont dit la lutte, il faut renforcer l'armée. Aujourd'hui, il n'y a pas un coin du territoire malien où on ne peut pas survoler par nous-mêmes sans demander ni l'autorisation ni la permission. Au contraire, c'est nous qui interdisons à certains aventuriers de venir chez nous. Même si la guerre continue, une guerre, elle est partout. Mais on a les moyens aujourd'hui. Comme je dis souvent, ça fait rire les gens. Je dis c'est notre armée qui terrorise les terroristes. Comme le disait un homme public français. On a, donc l'armée est là. Le président est parti, l'armée est là. On dit les réformes. Le président vient d'adopter de promulguer la nouvelle constitution. Mais c'est la mère des réformes. On a dit les assises nationales pour écouter ce que les Maliens disent. Aujourd'hui, même le président, c'est le référentiel dans tout ce qu'il fait. Les Maliens ont dit qu'il faut que l'or brille pour le Mali. Le président a ordonné l'audit du secteur minier. Et hier seulement, tout à l'honneur du Conseil national de transition, à l'unanimité, le nouveau code minier a été voté. Personne ne fera plus du Mali ce qu'il veut. La lutte contre la corruption continue. Il y a des piles de dossiers. Certains pensent que rien ne marche là. Le temps de la justice n'est pas celui des politiques.
Le président a dit les règlements de compte comme dans le passé, là, on prend quelqu'un, on le met en prison, quand les élections finissent, on le sort, ça c'est terminé. Maintenant tu vas en prison à cause de ce que tu as fait. Ce n'est pas à cause de ce que tu es, mais ce que tu as fait. Le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Donc la lutte contre la corruption continue. L'accord, nos frères du Nord, on est en train de parler avec eux. Cette année, on n'a pas vu de défilé d'armes lourdes à Kidal. Pour quelle raison? On est en train de discuter avec eux, parce que le pays là, c'est pour nous tous. Personne n'est plus malien qu'eux, ils ne sont pas plus maliens que d'autres. Certains ont des châteaux, ont des villas dans la banlieue de Bamako. Pourtant, ils viennent de Kidal. Mais aucun Malien n'a le droit d'aller leur dire de quitter, qui ne se passe chez eux. Parce que sur le territoire malien, tous les Maliens, c'est leur terre. Certains veulent nous pousser dans la guerre, oui, il faut faire la guerre à Kidal. Nous, on ne fera pas de guerre comme ça, là. On va intelligemment, on va gérer cette affaire-là. Ce n'est pas pour rien qu'on a lutté application intelligente. Si vous partez faire la guerre à Kidal, vous allez tuer des innocents comme ça. Mais chaque chose en son temps. Il faut faire confiance au président de la transition, au ministre de la Défense, au ministre des Affaires étrangères, en un mot, au gouvernement. Nous allons travailler avec nos frères pour que la paix revienne dans notre pays, au bénéfice de tout le monde. Donc, si vous regardez tout ce que les Maliens ont revendiqué, c'est ce que le gouvernement de transition est en train de mettre en œuvre. Donc, la transition chez nous au Mali, ce n'est pas comme ailleurs. Hein. Les gens ne sont pas sortis des casernes pour venir prendre le pouvoir. Ce n'est pas comme ça. Le peuple a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc il y avait une ligne politique claire. Mais ailleurs, partout en Afrique, si vous remarquez, pourquoi il y a le renversement de régime? C'est d'abord les problèmes d'insécurité. Au Burkina, il n'y avait pas de problème institutionnel. Il y avait un président élu que tout le monde a reconnu. Il n'y avait même pas de problème comme au Mali. Mais les gens continuent à mourir. Au Niger, c'est la même chose. Dans d'autres pays, c'est les coups d'État constitutionnels. Des gens modifient la constitution, ils se prennent, ils tuent des milliers de gens, personne n'en parle. Et dans un pays à côté, c'est ce qui s'est passé chez nous. Ou bien on utilise la justice pour casser tout ce qui ne vous plaise pas. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça, c'est, on fait la démocratie ailleurs, mais chez nous, on amène la démocratie DCI, c'est-à-dire dénominateur commun international. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez les gens en prison pourvu que le président soit apprécié par les autres. Quand l'élection finit, avant que la Cour constitutionnelle ne dise les résultats, il y a un président là-bas qui le met à le féliciter. Et puis il téléphone à tous les autres et ça plaît à la télé pour intimider la population, pour vous dire que vous acceptez ou non, il est élu. Mais c'est au Mali qu'on voit ça, avec la démocratie DCI là qu'on voit ça. Comment est-ce que vous allez féliciter un président avant l'avis de sa Cour constitutionnelle? Mais c'est ce qu'ils ont fait au Mali. Donc partout il y a les changements de régime. C'est l'insécurité, le terrorisme, ou bien les coups d'État constitutionnels. Les militaires ne peuvent pas se lever comme ça pour aller changer le régime. Parce que le peuple est là. Si le peuple n'est pas d'accord, il ne sortira pas. C'est pour cela que lorsqu'on a pris l'embargo contre le Mali, le gouvernement a fait ce que j'ai appelé l'ingénierie politique de la riposte. Elle se composait de 2 points. Premier point, le gouvernement en 3 jours a élaboré un plan de riposte pour tenir aussi longtemps que c'est nécessaire. Quand on a fini, on a remis toutes les copies au président. Même moi, je n'ai pas gardé. Pour que lui seul, il sorte les cartes au fur et à mesure. On nous a dit qu'on va tenir 1 semaine. On a tenu 7 mois. Ceux qu'on a mobilisés pour venir nous déstabiliser ont été même déstabilisés par le peuple. Le deuxième élément de l'ingénierie politique, c'est qu'on a dit au peuple de sortir. Le président Assimi Goïta a dit aux Maliens, sortez pour dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est le 14 janvier. Ce n'est pas un parti qui l'a organisé. Personne, c'est le peuple ce jour-là.
Moi, je suis dans un mouvement politique, il y a certains qui ont dit qu'ils ne vont pas, mais quand ils ont vu que ça marche, ils ont allé se photographier là-bas. Le peuple est sorti, 4 millions de Maliens dans les rues de Bamako. C'est du jamais vu depuis l'indépendance. Il n'y a pas un lieu où il y a un Malien à l'extérieur où il n'est pas sorti. Mais aucun président ne peut mobiliser 4 millions en un jour, aucun pays africain. D'ailleurs, chez nous, les présidents ont été élus avec 1 800 000, 1 200 000. Cette fois, c'est plus de 4 millions. Parce qu'on m'a donné des statistiques qui vont à 5 millions. Je dis, arrêtons-nous à 4. À Bambo. Et c'est ce jour que le président a nommé la journée de la souveraineté retrouvée. C'est ce jour-là que le destin de la transition s'est joué. Si les Maliens n'étaient pas sortis ce jour-là, nous allions tirer les conséquences. Mais les Maliens ont dit non, il faut continuer. Et nous avons continué. Voici la situation au Mali. Elle est différente de chez les autres. Mais chacun a ses problèmes. Il y a des choses qu'on applique. Souvent, on donne le même médicament pour le mouton, pour la vache, pour le chameau. Tout le monde a la même maladie. Pas du tout. On ne peut pas venir par des sanctions frapper tout le monde comme on veut. Il faut écouter les peuples. La CEDEAO a été créée pour les peuples. Communauté économique. On ne peut pas paralyser l'économie pour protéger des politiques qui n'ont pas pu tenir leur pays. Et qu'est-ce que les gens font? On veut faire un état de droit. Mais tu ne peux pas construire un état de droit en violant tout. Si vous faites quelques discours, leçons de sciences politiques internationales, vous verrez que la CEDEAO ne va que de mal en pire. Au Mali, quand il y a eu le changement de régime, c'est le président de la commission qui s'est mis à sanctionner le Mali. Dans aucun document de la CEDEAO, ce n'est pas de son pouvoir, c'est du pouvoir du chef d'État. Deuxièmement, les sanctions n'existent nulle part dans les documents de la CEDEAO. Nulle part. Troisièmement, la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral interdit formellement de faire un embargo contre un pays sans littoral. C'est le cas du Mali et du Niger. Ensuite, nous avons entendu les nouvelles autorités nigériennes dire qu'ils dénoncent des accords avec un pays étranger. Et puis, le régime change au Niger, c'est dans un autre pays qui a une réunion du comité de défense. Ça, c'est quoi ça? Pendant que les Nigériens se cherchent, c'est d'autres qui se réunissent, ils font une réunion du comité de défense. Et vous savez la conclusion? Qu'ils ne vont pas quitter. Et là, tu viens dans ma maison, je te dis de partir, tu dis que tu ne pars pas. Mais il faut me montrer tes papiers qui t'autorisent à rester. Parce qu'il y a quelque chose de très sérieux. Je veux que les Nigériens l'écoutent très bien. Les accords de défense qui sont entre les États, ce n'est pas entre les gouvernements. L'accord de défense a été signé par l'État français. L'État nigérien l'a dénoncé. Ce n'est pas une question de gouvernement. Dire que c'est un gouvernement légitime qui a signé, ce n'est pas ça. C'est les relations internationales, les accords sont signés entre les États. Ce n'est pas entre les gouvernements. Donc ils cessent de nous intimider. Et les Nigériens n'ont qu'à retourner les leçons de sciences politiques. Parce que les gens font du n'importe quoi. Allah a lu moi. L'article 4 des textes qui statuent le mot interdit carrément l'embargo financier ou bien se mêler des finances d'un État. Donc vous ne pouvez pas du début à la fin violer les textes et venir nous dire que c'est pour construire un État de droit. Il faut que les Africains disent non. Et nous allons continuer à dire non. Et moi, je compte sur la sagacité, l'expérience des chefs d'État africains pour que vraiment ils reviennent à la raison. Ce n'est pas la peine de venir se faire utiliser par un pays étranger pour venir enlever la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et mettre communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest et intimider les Africains. On ne peut pas l'accepter. Ça, c'est, mesdames et messieurs, c'est quelque chose, quelques mots que je voulais vous dire. Voilà les messieurs qui décident de fermer toutes les frontières
Et puis eux, ils veulent venir. Mais si vous fermez les frontières, pourquoi vous venez chez nous? Si les frontières sont fermées, c'est pour tout le monde. Et puis le Mali, ils sont allés jusqu'à sanctionner le ministre des Affaires étrangères, le président. Même pendant la guerre en Europe, on n'a jamais fait ça. Mais si vous sanctionnez le président et le ministre des Affaires étrangères, mais vous allez parler avec qui? Après, on prend des avions pour venir chez nous, un territoire qui est fermé. Mais qu'est-ce que tu viens faire là-bas? Vous avez fermé le président, vous avez sanctionné le président, vous avez sanctionné le ministre des Affaires étrangères. Ils ont fermé leur territoire. C'est vous qui avez fermé les premiers d'air. Pourquoi vous venez? Donc vraiment, il faut que les Africains arrêtent de faire les choses sur commande. Parce que ceux qui les commandent de faire ça ne font pas ça chez eux. On a fermé ici l'aéroport à un moment pour une compagnie. Mais on leur a donné 10 jours pour reprendre. On leur a dit qu'en 10 jours, s'ils ne reprennent pas, nous réservons le droit de donner à d'autres sociétés. Mais ils sont venus. Mais pendant ce temps, il y a des Africains qui continuent à dire non, 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 nous on ne vient pas. Vous perdez plus de 2 milliards. Les autres sont en train de faire leurs affaires. Mais il faut que les Africains arrêtent ça. C'est pour cela que j'ai dit à des diplomates, il faut qu'ils comprennent qu'au Mali, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, le coefficient intellectuel des Maliens, là, il est largement au-dessus de la moyenne. Parce qu'ils croient que le coefficient, là, on peut mélanger les choses et venir nous donner. Du n'importe quoi dans une marchandise, dans un emballage qui n'est pas bon. Nous, on ne va pas accepter. Il faut qu'on s'entende sur ce que nous faisons. On ne peut pas faire des choses qui sont contraires aux intérêts de nos peuples. Il faut vraiment que les Africains reviennent à la raison. Je crois qu'avec ce qui se passe dans ce pays, nous allons convenir entre frères africains, parce que tout ce qui se passe dans la CEDEAO, je dis toujours que c'est une bagarre entre frères. Ils vont finir par s'entendre. Ce que nous demandons, il faut arrêter d'amener des bagarres qui viennent de l'extérieur. Tant que c'est d'autres qui commandent ce qu'on doit faire, comme ce président qui dit « Oui, oui, je vais demander à tel président de prendre des sanctions bientôt contre le Mali. » Mais ce président-là, il l'a exposé. Il a donné la preuve au Mali qu'en réalité, c'est eux qui décident. Mais pourquoi ça? Ce que nous demandons, qu'on nous respecte comme État indépendant et souverain, qu'on respecte notre peuple, qu'on respecte les 3 principes édictés par notre président. Si vous faites ça là, tous les pays sont amis du Mali. Le Mali n'a aucun pays ennemi. La preuve, il y a eu des problèmes ici. Est-ce que des Maliens s'en sont pris à des étrangers? Jamais. Parce qu'on n'a aucun problème avec les citoyens étrangers. C'est des gouvernements qui étaient habitués à taper les présidents dans les épaules, lui dire qu'ils sont démocratiquement élus, ils mettent les carrosses, ils sont entre les chevaux, sur les Champs-Élysées. Mais ça, c'est terminé. C'est le peuple malien qui va donner des notes désormais à son président, et non pas l'extérieur. Comme ce président, tu n'as pas de courant, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, et on dit que tu es président, c'est qui? Tu n'es président chez personne, parce que le peuple n'en veut plus. Certains pensent que c'est l'apologie des coups d'État. Non, c'est l'apologie de la prise en compte des intérêts supérieurs du peuple. Au Niger, ceux qui conduisaient les manifestations, il y a quelques mois, mais le meneur, on l'a trouvé calciné dans sa voiture, mort. Personne ne sait ce qui s'est passé. Donc c'était comme un poulet qui est mort. Il faut vraiment arrêter cela, c'est tout ce que nous voulons. En réalité, si les États CEDEAO ne font pas attention, il y a des pays qui travaillent à la dislocation de la CEDEAO. C'est ça la vérité. Parce que imaginez des pays en guerre, est-ce que ce n'est pas la dislocation du pays en question? C'est ce qui est recherché. C'est pourquoi il faut agir conformément aux intérêts du peuple malien. Mesdames et messieurs, ce sont ces quelques mots d'actualité que je voulais vous dire pour que ça soit très clair que chez nous, en tout cas au Mali, là, c'est notre peuple qui décide. C'est lui qui veut le contraire, là, on va l'attendre des pieds fermes. Et mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos, malgré que l'ambiance est bien joyeuse, sans vous remercier et remercier les donateurs, l'OMS,
l'AIPP, Interhealth, la CANAM, les Médecins sans frontières, la pharmacie populaire du Mali, pour leur appui qui ont contribué à la tenue de ce congrès. Et nous donner aussi l'occasion de dire un certain mot. Je ne suis pas congressiste, mais je crois que j'ai utilisé suffisamment mon temps dans le débat. Dans le débat et en vous souhaitant vraiment beaucoup de succès dans vos travaux, je voudrais vous dire qu'on est très fiers des chirurgiens. Moi, je suis le produit du travail des chirurgiens. Vous savez, les professeurs qui m'ont sauvé dans l'Institut malien en question, il est dans la salle. Ils sont très humbles en général. Tous les matins, quand ils viennent chez moi, ils ouvrent la porte vers 5h, 6h. Quand il voit que je dors, il dit aux gens, il faut le laisser. Laissez-le se réveiller lui-même. Parce que, vous avez les protocoles, les docteurs, là, 6h, tel comprimé, 5h, tel... J'ai dit aux gens, à cause de Dieu, laissez-moi dormir. Jusqu'à ce que je me réveille. Ne me réveillez plus pour me donner des comprimés. Et depuis ce jour-là, c'est lui qui a donné les instructions. Donc quand il veut, il ouvre la porte, il me voit, il ferme, il dit, laissez-le dormir. En ce moment-là, c'est une bonne chose. Il est dans la salle, il est très modeste. Mais arrêtez, vous avez des généraux parmi vous, des soldats au front. Continuez, le Mali est très fier de vous. Approchez votre ministère. Tout ce que je vous demande, faisons en sorte que notre pays soit apaisé. On traverse une période historique très difficile. Très, très, très difficile. Et c'est l'histoire du Mali et de l'Afrique qui est en train de se jouer. Vraiment, tenez compte dans toutes les actions que vous êtes en train de faire. Sur le plan du travail, je ne doute pas. Sur le plan social, en tenez compte. Merci beaucoup.